À la une ce soir. On lance vraiment un cri du cœur au Parti conservateur de faire la bonne chose, d'appuyer ce projet de loi. Interdiction de vendre des boissons énergisantes aux mineurs. Les conservateurs demandent un débat sur le projet de loi. Quand on précipite des projets de loi, il peut y avoir des problématiques auxquelles le gouvernement n'a pas pensé. Moi, je tends la main à la ministre. Je pense qu'on peut faire ça rapidement. Malgré des ratés du dossier santé numérique, Québec se dit satisfait du déploiement. Honnêtement, on a bien implanté ça. C'est normal qu'il y ait des ajustements. L'important, c'est qu'on puisse agir. Encore plus difficile de voyager à Cuba. D'autres transporteurs suspendent leur vol pour une durée indéterminée. Ça va nuire vraiment à l'économie et puis bien-être des Cubains, je pense, en espérant que ça va se régler. Il est 17h, voici votre Nouveau Info. Bon vendredi tout le monde. Le dépôt du projet de loi Zachary Miron pour interdire les boissons énergisantes aux moins de 16 ans a fait vivre énormément d'émotions aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Les parents d'adolescents décédés en janvier 2024 après avoir consommé du Red Bull ont livré un témoignage poignant. Tous les partis ont appuyé le projet de loi, sauf les conservateurs. Lélie Mercure. Je viens tout juste de déposer le projet de loi qui vise à interdire la vente et le don de boissons énergisantes aux personnes de moins de 16 ans. La ministre de la Santé, Sonia Bélanger, a déposé vendredi son projet de loi Zachary Miron. L'adolescente de 15 ans est décédée à l'hiver 2024 à la suite d'une interaction entre une Red Bull et des médicaments pour le TDAH. On contient nos émotions, vraiment. Là, pour nous autres, ça représente beaucoup. C'est le fruit d'une mobilisation sans précédent. Là. Puis de voir aussi que les députés... Ils sont... Tout le monde derrière nous. Nous avons mis de côté nos différences politiques, pour nous concentrer sur un objectif commun, soit la protection de la santé et du bien-être de nos jeunes. Tous les partis politiques se sont prononcés en faveur du projet de loi, sauf le Parti conservateur qui trouve que c'est trop précipité. Et ce qu'on a réitéré tous ensemble, c'est de dire bien, comment on peut trouver une voie de passage où ce projet de loi-là peut être adopté rapidement d'ici la fin de la session. Et nous, on est prêts à avancer, même avec une prolongation de session, mais sans museler les parlementaires. Il faut avoir le temps d'avoir au moins une étude détaillée puis quelques consultations pour entendre les parties prenantes. On est à l'externat Sacré-Cœur, à Rosemère. C'est l'école que Zachary Miron fréquentait. Et le directeur ici s'est beaucoup impliqué dans la mobilisation pour interdire les boissons énergisantes aux moins de 16 ans. Des grandes pensées qui sont dirigées vers les parents de Zachary qui portent en fait ce message-là de protection des jeunes depuis plusieurs mois. Moi, je trouve ça admirable de les voir aller transformer un deuil profond en quelque chose d'encore plus grand pour la santé et le bien-être de l'ensemble des jeunes Québécois. La ville de Rosemère veut interdire les boissons énergisantes dans ses installations sportives. Puis regarder même avec notre politique alimentaire possiblement pour que dans nos événements villes, ça fasse partie des contraintes là, que les gens puissent pas en vendre. Par exemple, s'il y a un casse-croûte ou quoi que ce soit pas permis dans le cadre d'événements qui sont sur nos espaces municipaux à nous. Dans les dernières semaines, l'Ordre des pharmaciens du Québec avait recommandé le retrait des boissons énergisantes des tablettes des pharmacies. La chaîne Family Prix avait suivi la recommandation. La cohérence, c'est que tu peux pas d'un côté de la pharmacie renseigner les gens, leur donner des conseils, des précautions par rapport à une interaction entre un psychostimulant, puis la caféine qui est contenue dans une boisson énergisante, et à l'autre bout de la pharmacie, vendre de la boisson énergisante. Notre garçon est toujours avec nous, pareil, dans notre cœur, dans notre esprit, dans nos moments. T'sais. On va porter sa mission, notre mission jusqu'au bout. Si le projet de loi est adopté, l'interdiction doit entrer en vigueur 6 mois après la sanction pour laisser le temps à l'industrie et aux commerçants de s'adapter. À Montréal, Lélie Mercure, pour Nouveau Info. Parlons maintenant de Cuba, destination au soleil chouchou des Québécois. Le Cuba qui est plus isolé que jamais. Groupe Vacances Sunwing, Vacances Air Canada et Transat ont annoncé aujourd'hui suspendre indéfiniment leur vol à destination de l'île des Caraïbes. Sabrina, c'est un autre coup dur pour les Cubains qui traversent
une crise humanitaire, aussi une crise économique. Oui, selon les dernières données qu'on avait, les vols qui devaient reprendre vers Cuba, les vols canadiens devaient reprendre vers Cuba cet automne. On parle entre le 10 octobre et le 1er novembre. Mais là, voilà qu'on a appris aujourd'hui qu'effectivement, ces 3 compagnies aériennes qui ont décidé de suspendre de façon indéfinie, en fait, les vols vers l'île des Caraïbes. Bien sûr, on le sait, c'est en raison de la situation géopolitique, notamment la pénurie de carburant qui sévit du côté de Cuba. Et justement, dans un courriel que m'a envoyé Air Transat un petit peu plus tôt aujourd'hui, ils m'ont mentionné: nous agissons maintenant de manière proactive en ajustant notre programme hivernal afin de redéployer cette capacité ailleurs dans notre réseau et de proposer à notre clientèle d'autres options de voyage, parce qu'il faut comprendre qu'il y avait certaines personnes qui avaient déjà donc planifié des voyages pour Cuba. Il y a le Conseil du tourisme quand même de Cuba qui a réitéré sur son site web que les Canadiens sont les bienvenus, qu'ils peuvent passer notamment par les États-Unis, le Mexique et le Panama. Mais je tiens quand même à souligner que le gouvernement du Canada déconseille aux Canadiens, conseille en fait d'éviter tout voyage non essentiel à Cuba. Et bien sûr, cette nouvelle, ça survient alors qu'on a appris cette semaine que plusieurs chaînes hôtelières ont décidé de cesser leurs activités à Cuba. C'est le cas notamment d'Iberostar et de Melia. Si on n'a pas vraiment d'hôtel et si on réduit la capacité hôtelière à Cuba, ça va affecter vraiment le marché et la demande pour des sièges. C'est pas surprenant. Air Canada et les autres transporteurs ont décidé de réduire ou d'annuler leur service pour un certain moment jusqu'à temps que la situation s'améliore à Cuba d'abord. Pas une surprise, mais c'est de la valeur. C'est de valeur que ça arrive aux Cubains. Bien sûr, donc, les Cubains qui sont fortement ébranlés par la situation actuelle et simplement te dire aussi que les cartes de crédit Visa et Mastercard ne seront plus acceptées à Cuba et ce, à partir de demain. Maintenant, on va parler du Moyen-Orient, Sabrina. Plus tôt cette semaine, Donald Trump a indiqué qu'il souhaitait rencontrer le guide suprême de l'Iran, mais finalement, ce ne sera pas possible? Non, à tout le moins, en fait, pour l'instant, parce qu'on sait, les négociations piétinent entre les États-Unis et l'Iran. Et ce qu'on voit à l'écran, bien, c'est une entrevue exclusive qui a été diffusée sur CNN. On y voit le conseiller militaire principal auprès du guide suprême de l'Iran. Et lui, il a dit que pour l'instant, les 2 pays n'en sont qu'à une première phase de négociation. Il considère aussi que les négociations sont dans l'impasse. Et pour ce qui est de la suite des choses, si jamais il n'y a pas d'accord ou quoi que ce soit, vous allez voir, ses propos sont quand même assez inquiétants. On l'écoute. If the war continues and the naval blockade is not lifted, we will drag the war to the Indian Ocean, the Bab el-Mandeb Strait, the Red Sea, and the Mediterranean, and we will give another dimension to the war by attacking these other American bases that we have been attacking so far. America will definitely suffer much more losses. America's losses will be very heavy. Je termine en mentionnant qu'il y a toujours des bombardements, que ce soit en Israël ou au Liban, au Moyen-Orient. Ouais, des propos pas très rassurants. Non, vraiment pas. Merci, Sabrina. Vous avez un sujet d'enquête à nous transmettre, une nouvelle vous fait réagir, vous avez une histoire à partager. Je vous invite à m'écrire à l'adresse que vous voyez à l'écran. Trois meurtres ont été commis en autant de jours dans le Grand Montréal. Des crimes en plein jour dans un magasin Walmart, un parc et un quartier résidentiel tranquille. Ils impliqueraient des jeunes et des gangs de rue. Et cette situation peut sembler alarmante. Le ministre de la Sécurité intérieure est rassuré notamment par le taux de crimes violents qui est en baisse à Montréal et Laval. Montréal n'est pas une ville tranquille, c'est vrai. Dans les dernières 72 heures, des crimes violents qui sont survenus. Cependant, c'est une ville qui est sécuritaire. Je regarde le taux d'arrestation dans les derniers événements. La synagogue, incendie qui est allumé, le suspect est arrêté rapidement. Dans le Walmart, l'homicide, rapidement, 4 suspects ont été arrêtés. Alors moi, je suis rassuré. J'ai parlé tout à l'heure au chef Fadi Daguerre. Je rencontrais une centaine de policiers de Montréal qui étaient ici à Québec. Et je vous confirme, les policiers vont être très, très, très présents, très, très, très visibles. Nous, on va s'assurer qu'ils ont les bons outils. Et pour en parler, on accueille notre collaborateur Yannick Dion. Bonjour Yannick. Bonsoir, Marie-Claude. Alors là, le ministre Lafrenière qui dit qu'il est rassuré que les crimes sont en baisse, mais qu'est-ce qui est préoccupant là-dedans? C'est-tu peut-être le fait que les victimes et les accusés ou les coupables ou les présumés, en tout cas agresseurs, sont des jeunes, très jeunes même?
C'est sûr, c'est préoccupant toujours de voir que la violence, il y a des jeunes de 15 ans qui sont arrêtés pour ce type de crime-là. Ça reste au niveau social préoccupant, mais je pense que les policiers sont à pied d'œuvre. Ils font un travail extraordinaire parce qu'on a vu là, rapidement, ils ont fait des arrestations. On sait qu'ils sont présents là, dans les lieux publics là, pour s'assurer qu'il n'y aura pas de débordement. Donc, on peut être rassuré, je crois, à ce niveau-là. Je pense pas que c'est une prémisse à une montée de la violence. Malheureusement, c'est des événements qui arrivent en début d'été. Souvent, les gens se réapproprient les lieux publics et puis il peut y avoir des rencontres, malheureusement, qui dégénèrent pour des gens qui sont impliqués au niveau criminel. Mais on voit l'intervention des policiers qui est efficace et puis qui va continuer de l'être, je suis persuadé, pour l'ensemble de la saison estivale. Parlons peut-être plus précisément du meurtre de Laval, qui semble plutôt en lien avec des gangs criminalisés, entre autres la Rob Power. Est-ce qu'il y a des liens avec ce qui s'est passé à la prison de Donnacona? On peut penser qu'il y a des liens. Évidemment, là, j'ai pas l'ensemble des détails du dossier, mais évidemment, la signature de ce meurtre-là ou de cet événement-là est plus alignée avec ce qui se passe au niveau du crime organisé de plus haut niveau. Alors, peut-être qu'on peut penser, oui, c'est un effet, un cause à effet avec ce qui s'est passé à Donnacona, mais la suite de l'enquête pourra le démontrer, là, évidemment, dans les prochaines semaines. Ça a quand même brassé. Est-ce que là, il faut s'attendre peut-être à d'autres règlements de compte ou à d'autres crimes qui pourraient suivre ceux qui viennent d'être commis? Écoutez, au niveau du crime organisé, c'est sûr que la situation est toujours évolutive, hein, donc il faut être attentif. Comme je vous disais, les unités de renseignement, la police fait son travail, est présente sur le terrain. Ils savent exactement qu'est-ce qui se passe, qui est impliqué, qui pourrait amener une réplique à ce type d'événement-là. Donc, il faut faire confiance aux services publics et assurément, là, ils font tout ce qu'ils peuvent pour prévenir des gestes plutôt que guérir. Il faut-tu faire plus de prévention avec nos jeunes, justement? C'est sûr, au niveau des jeunes, c'est pas seulement une question policière. Hein. On sait que la répression, quand des gestes ont été commis, oui, c'est un moyen, mais la prévention est très importante. Puis c'est une responsabilité partagée. C'est pas juste un problème de police. Les services communautaires, les travailleurs de rue, les enseignants, les familles. Donc, c'est tout le monde qui doit être attentif. Puis, on sait qu'il y a plusieurs familles, des fois, qui ont des problématiques avec leurs jeunes, qui n'hésitent pas à demander de l'aide. Il y a des ressources disponibles. Alors, il faut que les gens lèvent la main, téléphonent dans les ressources pour avoir de l'aide quand ils sont débordés par la situation puis ils ne comprennent plus où leurs jeunes se dirigent. C'est un message important. Un message important où il faut s'entraider. Merci beaucoup, Yannick. Bon week-end. Merci, bonne soirée. En début de semaine, l'Organisation météorologique mondiale a évalué à 80 % la probabilité qu'un épisode El Niño se forme d'ici le mois d'août. Alors, Alex, je me tourne vers toi pour que tu nous expliques, c'est quoi ça exactement un épisode El Niño? Bien, quand on parle de El Niño et de la Niña, on parle des variations de température des eaux de surface de l'océan Pacifique au niveau de l'équateur. C'est un endroit très, très, très précis. Et ça, c'est un cycle naturel de la Terre. C'est pas causé par les changements climatiques ou peu importe. C'est causé par une interaction qui est assez complexe entre les vents dominants au niveau de l'équateur et les eaux du Pacifique. Donc, quand ces eaux-là sont plus froides que la normale, on parle de la Niña. Quand les eaux sont plus chaudes que la normale, on parle de El Niño. Et entre les deux, on a un épisode qui est neutre. Et c'est justement ce qu'on a vécu au printemps, un épisode neutre. Et là, tout porte à croire qu'on s'enligne vers un été marqué par El Niño. Un épisode qui pourrait être assez intense. D'ailleurs, plusieurs prévisions parlent de l'épisode le plus puissant jamais enregistré, ce qui battrait le record de 1982-1983. Bon, là, je t'écoute, je trouve ça un peu inquiétant. C'est quoi les impacts de l'épisode El Niño? Bon, on a toujours vécu El Niño et la Niña. Là, comme j'ai dit, c'est un cycle naturel, mais là, c'est plus intense, donc on risque de vivre les conséquences un peu plus fortement. Autour du monde, là, globalement, c'est la circulation atmosphérique qui va être touchée, donc les températures. C'est quand même plusieurs milliers de kilomètres carrés d'océan qui sont à une température élevée, donc ça a un impact partout sur la planète. Ça va faire augmenter les températures globales et une atmosphère plus chaude contient aussi plus d'eau, donc plus de précipitations. Les moussons, par exemple, seront à surveiller. La saison des ouragans va être différente. Dans le Pacifique, ça risque
risque d'être un peu plus intense à cause des eaux chaudes. Dans l'Atlantique, El Niño va augmenter le cisaillement du vent, donc réduire la formation des ouragans. Et justement, la NOAA a déjà parlé d'une saison des ouragans dans l'Atlantique qui risque d'être en dessous de la moyenne, 3 à 5 ouragans dans leur prévision cette année. Bon, on est en train de préparer nos vacances. Est-ce qu'on risque d'en vivre les contre-coups aussi chez nous au Québec? C'est sûr que El Niño au Québec, c'est pas l'endroit le plus affecté, surtout en été, mais le phénomène va avoir une conséquence sur la position du courant jet et diviser le Canada en deux. L'Ouest risque d'être dans une situation de crête, donc du temps plus chaud. Nous, dans une situation de creux, donc des températures en dents de scie cet été. On parle pas de grosse chaleur, de grosses canicules, mais quand même, il y aura une variation de température. Des épisodes pluvieux aussi sous El Niño, des orages à surveiller pour la vallée du Saint-Laurent jusqu'en Gaspésie, risque d'inondation à surveiller. Et si on s'étire jusqu'à l'hiver, bien là, on risque d'avoir un hiver un peu plus doux que ce qu'on a vécu cette année. Bon, c'est peut-être la bonne nouvelle, ça. Il y en a une. Merci beaucoup, Alex. Merci. Un véritable terrain de jeu scientifique s'est installé au Parc Jean-Drapeau à Montréal pour tout le week-end. Le festival Eureka, qui est la plus grande fête des sciences dans la province, et près de 10 000 élèves ont pris part à la première journée. Elliott Tremblay. Ça doit être le fun de manquer de l'école pour venir ici. Oui, surtout en période d'examen. Le festival, il est vraiment fun. C'est la meilleure sortie qu'on a fait en 5e année. Ouais, je le trouve fascinant. C'est vraiment fascinant. On a fait des activités dans des kiosques et c'était vraiment cool. Pour les 3 prochains jours, le Parc Jean-Drapeau va ressembler à ça, parce que le festival de sciences Eureka bat son plein. Bien, le festival, c'est 3 jours, Parc Jean-Drapeau, complètement gratuit, c'est plus de 150 activités, et c'est la science en festival, plus d'une quarantaine de conférences. Les scientifiques sont sortis de leur laboratoire, de leur grotte pour venir rencontrer le public et expliquer un peu le résultat de leur travail, le résultat de leur recherche. Fait que tous les pans de la science sont présents au Parc Jean-Drapeau. Penses-tu que c'est important d'avoir un festival comme ça sur la science? En vrai, ça nous apprend beaucoup d'affaires. Puis on peut vraiment, continuer. Oui, c'est important. Je pense que l'éducation à la science, c'est les armer pour mieux lutter contre la désinformation. Est-ce qu'ils vont pouvoir lire sur les réseaux sociaux, où il est très difficile aujourd'hui de faire la part entre le vrai et le faux. Cette année, la thématique du festival, c'est le sport. Alors, la majorité des kiosques présentent des activités sur la science du sport. Notre approche est, oui, la science, mais c'est de les faire tester à travers tout ça et qu'il y ait un lien pédagogique entre le contenu scientifique puis la pratique sur le terrain. Alors, ce qu'on fait ici, c'est qu'on va attacher une sangle qui a une jauge de contrainte, un capteur de force qui nous permet de mesurer sa force sur un déplacement de 20 mètres. Toutes les données sont envoyées dans un appareil compagnon qui nous renseigne finalement sur des données physiques exploitables pour plusieurs circonstances sportives. Même si la thématique, c'est le sport, il n'y a pas juste ça. Personnellement, mon coup de cœur, c'est lui, Doxy, un chien robot. Nous, on travaille sur le développement de certaines applications dessus. Et puis un peu de littératie numérique avec les jeunes, donc pour les attirer vers la robotique notamment. Vous trouvez ça comment jusqu'à date? Moi, j'ai vraiment aimé. J'aime bien les expériences qu'ils proposent. Genre, ils t'expliquent le truc et après ça, ils te montrent comment faire. Genre, on a fait du slime. Présentement, quand tu regardes autour, il y en a 3-4 là-dedans, des futurs scientifiques qui vont peut-être améliorer notre sort dans les prochaines décennies. Puis les autres vont avoir du fun. Ah oui, absolument. Oui, parce que c'est le but ultime en bout de ligne, c'est de passer un bel après-midi, une belle journée, un beau week-end, avoir du fun, il y a de l'animation de rue, il y a des shows, il y a toutes sortes d'affaires. Cette année, c'est la 19e édition du festival. Eureka! Et les festivités vont se terminer dimanche soir. À Montréal, Elliott Tremblay pour Nouveau Info. La Ville de Québec devient une réserve de biosphère de l'UNESCO, une désignation unique en Amérique du Nord. Les détails après. Allons voir maintenant ce qui retient l'attention ailleurs dans la province avec les collègues. Mathieu à Québec, Xavier au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais d'abord Samuel en Mauricie. Plus de 2,5 millions de Québécois viennent de recevoir un premier versement de l'allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels. Une bonne nouvelle pour beaucoup de Québécois qui ont vu le montant être déposé directement dans leur compte ce matin alors qu'ils n'étaient même pas au courant. Une initiative du gouvernement Carney qui vient remplacer le crédit sur la TPS TVH et qui a pour but d'aider les Canadiens les moins nantis à réduire les conséquences de la hausse du coût de la vie. Comme vous pouvez le voir sur ce tableau, les montants varient en fonction de votre situation, mais pour un adulte monoparental avec 4 enfants, le tout peut monter à près de 2 000 $ par année.
Mais comment y être admissible? Eh bien, cela dépend de votre revenu. Pour une personne seule, on parle d'un salaire maximum d'environ 57 000 $ qui donne accès à une allocation d'environ 679 $ par année. Le ministre des Finances du Canada, François-Philippe Champagne, était de passage à Shawinigan ce matin afin de souligner le premier versement. Du côté du milieu communautaire, même si on salue l'initiative, on se garde tout de même quelques réserves car ces montants sont loin de régler tous les problèmes. Oui, sur le coup, c'est le fun pour tout le monde. On a reçu 200 quelque chose, oui. Mais comme quand tu fais le calcul, le 200 quelque chose est vite dépensé en... ça donne environ 5 $ par semaine pour aide, là. Je trouve pas. Je trouve ça ridicule. Oui, c'est ridicule pour ceux-là, les gens qui sont sur l'aide sociale. Et écoutez, les logements sont rendus au-dessus de 800 $, là. Du côté du ministre Champagne, on défend malgré tout cette mesure qui devrait, selon lui, permettre d'aider plus de 500 000 familles canadiennes à parfois boucler certaines fins de mois. Le prochain versement aura lieu le 3 juillet, puis ensuite à chaque trimestre. Merci, Samuel. Xavier, une étude va se pencher sur la contamination des potagers qui sont situés à proximité du complexe Arvida de Rio Tinto. Oui, une étude est lancée par le Fonds de recherche du Québec après une demande faite par le regroupement Mères au front, après qu'une des membres du groupe de Saguenay se soit posé la fameuse question: est-ce que ce que l'usine d'Arvida derrière moi dégage dans les airs se retrouve dans les potagers des voisins autour? Le déroulement est assez simple. C'est une trentaine de potagers qui va être analysés dans un rayon de 30 km autour de l'aluminerie d'Arvida. En ce moment, donc, l'équipe est encore sur le terrain pour déployer des capteurs d'air, donc dans à peu près 2/3 des jardins. On va aussi mettre un capteur d'air qui va rester là pendant 3 mois. À la fin de l'été, donc, on pourra se reparler fin août, début septembre. L'équipe va retourner sur le terrain pour aller chercher les capteurs d'air, collecter les fruits et les légumes que les gens ont fait pousser, prendre des échantillons d'eau et de sol. Et tout ça, ça sera analysé au laboratoire. Donc, on parle au total de plus de 900 échantillons, hein, donc ça va être vraiment énorme. Les données analysées permettront de savoir si les jardins des voisins contiennent des métaux ou des métalloïdes. Et ça, c'est ce qu'on ne voudrait pas voir à la conclusion de cette étude. Et la multinationale Rio Tinto a mentionné aujourd'hui qu'elle était ouverte à la discussion avec le groupe Mères au front si jamais le groupe était ouvert à discuter aussi. Mais on devrait avoir plus de détails dans les prochains mois, le temps de faire toute l'étude comme il faut et avoir les données exactes. Oui, ça va être intéressant de suivre ça. Merci beaucoup, Xavier. Mathieu, bonne nouvelle chez vous. L'agglomération de Québec et de Wendake est maintenant sur la liste des régions de biosphère reconnues par l'UNESCO. Oui, c'est une annonce majeure qui a été faite dans les toutes dernières heures à la suite d'une décision prise lors d'une rencontre au Paraguay, en Amérique du Sud. Qu'est-ce que c'est qu'une région de biosphère? Bien, c'est un site qui est exceptionnel par sa façon de combiner la préservation de la biodiversité, de la nature et le développement durable. Il se trouve 19 sites qui sont régions de biosphère au Canada, 4 au Québec, en fait, non, 5 à compter d'aujourd'hui. Mais la Ville de Québec a ce site particulier que c'est le seul site en Amérique du Nord qui est une ville avec une population considérable plutôt qu'un lieu qui est essentiellement champêtre. Tout ça fait un CV extraordinaire à la Ville de Québec, d'après le maire Bruno Marchand. C'est un incroyable saut qui nous est donné, c'est-à-dire c'est d'avoir une ville proche de la nature, c'est de vivre en nature, c'est de faire en sorte de contrecarrer les effets des changements climatiques, la perte de biodiversité, comme dans un restaurant qui est Michelin, comme sur une bouteille de vin qui est reconnue, comme sur un jeu de société qui a gagné une médaille d'or dans un concours de jeux de société. Vous faites confiance naturellement, mais ces labels-là, puis ce troisième qui vient s'ajouter vient dire « Wow, cette ville-là, elle est impressionnante ». Selon la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, ça va effectivement aider à attirer des gens et des investissements. Voici ce qui vous attend au cours de la prochaine demi-heure. L'adoption du projet de loi pour interdire les boissons énergisantes aux moins de 16 ans, bloqué par le Parti conservateur du Québec. Le commentaire d'Alain Reyes. Environnement, une majorité de Québécois ne connaissent pas l'impact réel de leurs habitudes de consommation. Et les honneurs pleuvent sur Nick Suzuki et Cole Caulfield après une saison impressionnante. On en parle avec les gars de 5 à 7. Mais d'abord, plusieurs ratés du dossier santé numérique ont été rapportés dans les derniers jours. Des surdoses de médicaments auraient même été causées par le système, tout comme des retards dans des traitements très importants, la chimiothérapie. On écoute là-dessus la ministre de la Santé, Sonia Bélanger.
Bien, écoutez, vous savez, on a implanté un système qui est vraiment extrêmement important. Puis c'est pas juste un système d'information, hein, c'est un système qui vient transformer l'organisation du travail. Je suis pas surprise, après un mois d'implantation, qu'on ait des ajustements à faire. On accueille maintenant le président de l'Association des radiologistes du Québec, le Dr Grégoire Bernèche. Bonjour, Dr Bernèche. Bonjour. Bon, là, on entend la ministre qui parle d'ajustement. Est-ce que, pour vous, le diagnostic est un peu plus sévère que ça? Je serais d'accord avec votre affirmation. Le diagnostic est un peu plus sévère que de simples ajustements. Je demeure quand même dans le camp des gens qui pensent que tout est encore surmontable, bien que ça a été une première période, là, pour prendre cette métaphore-là, un peu difficile. Je suis personnellement dans le camp des optimistes pour avoir notamment moi-même déjà traversé une transition avec EPIC, qui est le logiciel de dossier santé numérique qui est actuellement déployé dans 2 endroits au Québec. Moi, c'était dans mon cas en Ontario vers 2019. Et donc, il n'y a rien là-dedans qui me dépasse complètement par rapport à mes attentes, qui étaient plutôt basses pour le déploiement. Mais il y a des choses qui sont extrêmement sérieuses, qui pourraient éventuellement mettre à risque l'évolution médicale de certains patients. Et là, c'est vraiment le temps de s'y attarder, là. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous, justement, pour ajuster les choses puis protéger les patients? Voilà, donc il y a 2 sphères principales, je vous dirais, qui, moi, m'interpellent et qui ne sont pas de simples bugs ou qui ne sont pas à cause que les médecins n'ont pas fait assez de formation, médecins ou autres employés. On est vraiment dans du plus structurant. La première des choses qui me dérange, c'est que plusieurs des tâches qui avaient été déléguées, exemple des médecins vers les infirmières ou des infirmières vers des agents administratifs par le passé, se sont vus ces tâches-là rapatriées dans le profil EPIC de dossier santé numérique, soit des médecins ou des infirmières, et ça fait en sorte que beaucoup de tâches cléricales sont réapparues dans le système de santé pour différents professionnels de la santé, et ça vient mettre beaucoup de sable dans l'engrenage. Première des choses, on pense en particulier aux prescriptions de médicaments qu'on doit refaire actuellement par écrit dans l'ordinateur parce qu'elles n'apparaissent pas dans le dossier Santé Québec auquel on avait accès préalablement. Extrêmement lourd pour tous les patients qui se présentent, entre autres, à l'urgence et à l'hospitalisation. Le deuxième point qui me dérange, au-delà de la délégation des tâches qu'on est en train de revenir en arrière de plusieurs années, c'est la traçabilité des requêtes. Je vous donne un exemple, là, puis c'est très sérieux. Pas plus tard que ce matin, j'ai eu un courriel à ce sujet-là d'un collègue radiologiste. Des patients qui sont hospitalisés, qui ont une pathologie sérieuse, par exemple un cancer au niveau du côlon, doivent avoir un scan une fois qu'ils sont sortis de l'hôpital, parce qu'on ne va pas les hospitaliser juste pour attendre leur scan, mais doivent avoir un scan dans les jours suivant leur congé de l'hôpital. Quand le médecin hospitaliste donne le congé au patient, la prescription du scan en question, elle est annulée, comme si elle n'était plus utile parce que le patient avait eu son congé. C'est extrêmement grave. On a des patients qui n'ont pas eu de suivi puis qui ont eu des prescriptions annulées purement pour des raisons logicielles à cause de ça. Et donc, c'est le deuxième enjeu qui m'interpelle beaucoup, c'est la traçabilité de nos processus qui est en train de se perdre par moment. C'est comme si ça ajoute une pression sur le patient, mais aussi sur le soignant. Maintenant, vous m'avez parlé de vos collègues, mais vous, est-ce que vous en avez vécu aussi concrètement? Est-ce que ça affecte votre travail? Moi, je suis à l'hôpital Pierre-Boucher, donc je ne suis pas dans une des 2 vitrines. Par contre, quand j'ai travaillé avec EPIC en Ontario vers 2019, c'était une courbe en J. Hein. On avait une perte de productivité de quelques semaines, voire plusieurs mois au début. Et ensuite, on avait une productivité qui était même meilleure qu'avant. Et je veux quand même pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Le système actuel, déjà, depuis un mois, a fait ses preuves pour plusieurs personnes. Qu'est-ce qui fonctionne, justement? Qu'est-ce qui fonctionne bien présentement? Je vous donne quelques exemples. Souvent, en radiologie, on va dicter un cas qui va être transcrit par un humain transcriptionniste en arrière, mais il y a beaucoup d'attentes des fois pour la transcription. Ça peut attendre plusieurs semaines entre le moment où je dicte une radiographie et le moment où le rapport est disponible. Maintenant, dans EPIC, on peut dicter, il y a une transcription automatique, plus besoin de l'humain. Puis je vous dirais, c'est pas des pertes d'emploi parce que c'est un domaine où on cherche tellement de transcriptionnistes, il n'y en a plus à cause de l'intelligence artificielle. Les gens vont plus dans ce domaine-là. Et donc, on a un rapport qui est disponible instantanément plutôt que plusieurs semaines plus tard. C'est un gain d'efficacité, mais surtout, c'est un gain pour la santé du patient qui est incroyable parce qu'on n'a plus de délai entre l'exécution d'un examen puis le résultat. Donc, il y en a dans toutes les sphères des choses comme ça. Le problème, c'est qu'on est en train de voir le projet un petit peu entaché par certaines choses qui sont à la limite dangereuses pour le patient et qui certainement ralentissent la productivité des médecins et des infirmières. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'il faut focuser. Oui, alors on espère que ça va se régler. Merci d'être nos yeux sur le terrain, Dr Grégoire Bernèche, président de l'Association des radiologistes du Québec. Bon week-end. Merci, bonne journée. Bonsoir, Alain. Salut, Marie-Claude. Qu'est-ce que tu penses du projet de loi pour interdire les boissons énergisantes aux moins de 16 ans, comme ancien entraîneur, surtout comme ancien aussi directeur d'école secondaire?
Directeur d'école, enseignant et aussi père de 3 enfants. Ben oui. Sincèrement, Marc-Claude, la science est catégorique par rapport à cela. Il y a des études amplement qui ont démontré les effets néfastes, particulièrement chez les plus jeunes. Bon, certains vont dire que le gouvernement s'est traîné les pieds, que ça fait longtemps qu'ils avaient des rapports sur la table, mais l'histoire de Zachary Miron, là, qui est mort, un jeune de 15 ans, en 2024, je pense, a fait bouger les choses. Malheureusement, on dirait que ça prend des tragédies, mais là, le gouvernement a décidé d'aller de l'avant. Je pense sincèrement que c'est une bonne décision. Là, ça fait consensus ou presque, parce que le Parti conservateur, qui semble seul dans son camp pour l'instant, a bloqué l'adoption du projet de loi, là. Oui, Marc-Claude, sincèrement, là, moi, je suis tombé en bas de ma chaise quand j'ai vu la sortie de Maïté Blanchette-Vézina et d'Éric Duhaime. On dirait qu'Éric Duhaime, là, lorsqu'il commence à aller mieux, à sortir de la polarisation dans certains dossiers et de rentrer dans quelque chose qu'on appelle le gros bon sens. Les conservateurs aiment ce slogan-là, des gros bons sens. On décide de faire cavalier seul. Puis je te dirais que hier, quand Maïté Blanchette-Vézina, la députée qui représente les conservateurs à l'Assemblée nationale, est allée dire est-ce qu'on va prohiber les pamplemousses, interdire les pamplemousses parce que ça a un effet lorsqu'on consomme ça avec un médicament. Sincèrement, là, c'est dans le populisme total. Et là, ils sont pris avec cette position en ce moment, alors que tous les partis ont décidé de mettre de côté la partisanerie, alors que la première ministre avait les parents du petit Zachary Miron qui étaient dans les estrades de l'Assemblée nationale lors du dépôt du projet. Il me semble que ça démontrait pas beaucoup d'empathie, de cœur. C'était même touchant. Je pense que comme parents, on ne pouvait pas ne pas être content. Tu sais, des fois, on dit, il y a des projets qui prennent du temps, mais il y a un proverbe qui dit « vaut mieux tard que jamais ». Et là, on avance dans la bonne direction. Et là, Maïté Blanchette-Vézina a rencontré les parents. Elle se dit bouleversée, mais malgré tout, il continue à s'opposer à ce projet de loi-là. Il reste une semaine aux travaux parlementaires. Et il doit avoir l'unanimité pour que le projet puisse être accéléré. Sans l'appui des conservateurs, le projet ne peut pas être adopté. Là. Dans le fond, c'est ça la réalité. Tout à fait. Et là, je pense que Maïté Blanchette-Vézina, après la rencontre avec les parents, essaie de laisser sous-entendre que, bon, elle ne veut pas bloquer le projet, elle pourrait peut-être s'abstenir de voter, mais le mal est fait pour le Parti conservateur du Québec, qui recule dans les sondages depuis quelques semaines, alors que Christine Fréchette, elle monte. Il va falloir qu'Éric Duhaime, à l'approche de l'élection, il a l'été pour réfléchir, commence à se poser de sérieuses questions sur la stratégie. Est-ce qu'il veut plaire à sa base ou il veut vraiment faire élire des députés à l'Assemblée nationale alors qu'il porte le message de plusieurs Québécois et Québécoises qui pensent comme lui sur plusieurs sujets, mais il faudra qu'il arrête de s'attarder à des situations comme ça et essayer de faire cavalier seul. Merci beaucoup, Alain. Bon week-end. Ça fait plaisir. Bonne journée. Maintenant, le taux de chômage a reculé en mai pour s'établir à 6,6 % au pays. 88 000 emplois ont été créés le mois dernier selon Statistique Canada, une première hausse significative depuis novembre. Ça s'explique par l'augmentation des personnes qui travaillent à temps plein. Selon Beau Tableau, l'emploi a reculé dans le secteur du commerce au détail. La situation au Québec est à l'image de la tendance canadienne avec un taux de chômage qui a reculé à 5,6 %. Chaque année, l'Observatoire de la consommation responsable de l'UQAM analyse le comportement des Québécois. Dans son plus récent rapport, la mode éphémère, qu'on appelle aussi la fast fashion, et la surconsommation sont encore montrés du doigt. En général, les Québécois se considèrent responsables en matière d'environnement, mais le sont-ils vraiment? Lily Mouche. Je me trouve éco-responsable. En partie, je pense. J'essaie de... en fait, je boycotte un peu tout ce qui est fast fashion. Je suis végétarien, fait qu'il y a quand même une bonne conscience environnementale à ne pas manger de viande parce que l'industrie de la viande dépense beaucoup d'eau. Mais sinon, j'utilise trop ma voiture en toute franchise. Je sais que je suis moyennement éco-responsable. De manger moins de viande rouge. C'est peut-être le geste qui va poser le plus d'impact sur notre empreinte écologique. Budget, qualité, provenance des produits, etc. Paraît compliqué de faire les bons choix. Je ne me considère pas du tout comme éco-responsable. Wow. En début, disons. Le baromètre de la consommation responsable a observé plusieurs domaines. La consommation de nourriture, l'usage des transports en commun, l'énergie ou encore l'habillement. On est une population qui s'est beaucoup améliorée, qui fait beaucoup de gestes et qui ne fait pas juste des petits gestes. C'est souvent des gestes qui sont axés sur l'optimisation parce que qu'est-ce qu'on cherche à faire? On veut
garder le plus longtemps possible les objets qu'on possède. On veut essayer de faire en sorte qu'on puisse arriver à trier, recycler, pas trop jeter. C'est quand même des chiffres relativement bien. Mais on est beaucoup moins axé, et c'est normal, sur ce qui se passe en amont, c'est-à-dire sur la production, parce que c'est moins visible pour un consommateur. Soyons honnêtes, le comportement des Québécois est peut-être un petit peu incohérent et le baromètre est clair à ce sujet. 64,8% des gens connaissent mal l'impact réel de leur consommation, alors que 7 personnes sur 10 se disent responsables. Là encore, 54% des sondés cherchent à réduire cet impact. En 15 ans, la connaissance vraiment de l'impact de sa consommation n'a pas vraiment progressé. Donc ça veut dire qu'il y a un travail à faire de la plupart des organismes. Il faut apporter la bonne information et de la bonne façon. Est-ce que vous trouvez que les Québécois sont éco-responsables, à votre point de vue? En fait, sont plus conscientisés. C'est-à-dire que la question d'être responsable dans sa consommation est plus présente. Ça, on le sent, on le voit. Les gens se posent plus de questions également. On en reçoit plus aussi chez Recycle Québec, des questions, etc. Donc ça, je pense que le constat est là. Moi, ce qui m'a vraiment surpris, je l'ai dit tantôt, moi, le 30 % que les gens jettent, ça m'a un peu surpris. On a beaucoup parlé de la ultra fast fashion, Shein, Temu. On les voit, ces produits à Renaissance, ils sont là aussi, ils sont dans le circuit. Les pourcentages, là, on est à plus de 10 % de la marchandise des fois qu'on reçoit dans certains lieux qui sont Shein et Temu, et on ne peut pas les revendre. Et ils sont des fois moins chers que l'usager. Donc, c'est un enjeu majeur pour la consommation, c'est un enjeu pour le réemploi, mais éventuellement, ça va être un enjeu pour le recyclage parce que les projets de recyclage qu'on fait ne sont pas sur les nouvelles matières qu'ils sont en train de créer. Des gestes qui comptent, il y en a, mais il y a une éco-fatigue. Un tiers de la population en a marre des leçons de morale sur l'environnement. La dernière étape de l'éco-fatigue, c'est la complète lassitude, c'est-à-dire de se dire « c'est fini ». Je pense que ce que je fais ne sert à rien. Et ça, c'est le danger profond, c'est-à-dire qu'on a perdu nos citoyens. Mais c'est difficile dans des contextes politiques, quand on voit que des gouvernements abandonnent certaines pratiques, quand on voit que des entreprises abandonnent certaines pratiques. Le consommateur, le citoyen se dit « mais pourquoi moi je dois faire plus ?» C'est ça qui est difficile. Alors, est-ce que les Québécois sont éco-responsables? Bon, personne n'est parfait, mais il semble qu'on est sur le bon chemin. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info. Voici les aliments à l'épicerie qui ont le plus augmenté de prix dans la dernière année. En avril 2026, en haut de la liste, on retrouve la viande. Il faudra bien choisir ses morceaux de bœuf parce que le contre-filet a bondi de 35 % pour atteindre une moyenne de 42 $ le kilo. Il y a aussi une hausse de quelques dollars pour le ragoût, les surlonges, les côtes et le bœuf haché. Un autre aliment qui fait mal au portefeuille, c'est le café. Statistique Canada fait sa moyenne pour 340 grammes de café moulu, soit l'équivalent d'un sachet régulier à l'épicerie. Et là, on remarque une hausse d'environ 20 % pour un total de 9,39 $. Et finalement, les fruits et légumes ne sont pas épargnés. Quand on regarde la tomate, on parle d'une hausse d'environ 30 %. On est passé de 4,69 à 6,18 $ le kilo. Et même la banane a légèrement augmenté de prix. Depuis 2017, on restait toujours entre 1,60 et 1,67 $. Mais là, en 2026, on a atteint 1,87 $ le kilo. Et vous, c'est quoi vos trucs pour économiser à l'épicerie? Au retour de la pause, on vous fait découvrir l'extrait de la nouvelle chanson de Taylor Swift pour le film Histoire de jouets. Restez avec nous. Bonsoir, Raphaël. Bonsoir, Marie-Claude. Ça va bien? Ça va très bien parce qu'il y a tellement de nouveautés musicales. Oui, et on commence avec Charlotte Cardin. Oui, Take Me Back, qui est cette nouveauté de Charlotte où elle parle de regret. C'est l'histoire de cette femme qui a demandé à son partenaire de lui laisser de l'espace, puis là, finalement, elle veut le reprendre, mais là, il n'est plus disponible. Puis ça vient avec un nouveau vidéoclip qui a été tourné en Sicile. Les images sont complètement magnifiques. Je me pensais... C'est un court-métrage, c'est un film. On regarde le clip de Take Me Back. Il n'y a pas que Charlotte Cardin qui nous offre du nouveau matériel aujourd'hui. C'est le cas de Roxane Bruno qui nous propose cet extrait de son 4e album qui va sortir cet hiver. Ça s'appelle « Pourquoi j'écris ». C'est un son plus pop-rock des années 2000. Ça sonne comme ça. J'écris pour elle, j'écris pour lui, j'écris pour ceux qui n'ont pas la nuit, j'écris quand les problèmes se multiplient, j'écris pour me sentir en vie. Il y a aussi Taylor Swift qui dévoile la chanson du film Histoire de jouets 5.
I Know It, I Know You. C'est tellement cute. Vous allez voir des images d'elle qui a fait le lancement de cette chanson-là en publiant des images d'elle habillée en personnage de Jessie, la cowgirl, qui était son personnage préféré. C'est son personnage préféré, ça, dans Toy Story. Elle dit, moi, là, je rêve d'écrire pour Jessie ce personnage-là qui est important pour elle. Elle l'écoute depuis, elle le regarde depuis sa première, le premier Toy Story, premier film d'histoire de jouets. Vous la voyez en cowgirl et ça a donné I Know It, I Know You. C'est pour le personnage de Jessie. And I remembered I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Standing there in the light of the window, wearing that same smile. Man, it's been a while, but I knew it, I knew you. Et les maîtres de l'univers reprennent du service. Même coincé sur Terre, à des années-lumière, je n'ai jamais arrêté d'essayer de rentrer chez moi. Absolument tout a changé depuis que t'es parti. Il ne reste rien. C'est chez moi, ici. Là, si vous avez aimé dans les années 80 ces personnages-là, les petites figurines, ben là, c'est la version 2026. On se prend pas au sérieux dans ce film-là. On est dans l'humour, dans l'autodérision. Donc, c'est présentement à l'affiche. Et un petit mot sur Fear Factor? Fear Factor, célébrité. On a annoncé au lancement de programmation de Bell Media cette semaine qu'il allait avoir une deuxième saison avant même d'avoir vu la première. Mais là, la première, elle est là. Elle est débarquée sur Crave. 2 premiers épisodes qui sont présentement en ligne avec, entre autres, Mariana Mazza et Olivier Primo. Des défis, des stunts terrifiants, stressants, j'ai envie de dire aussi un peu écœurants. C'est ça, Fear Factor Célébrité, et c'est disponible sur Crave. Intéressant. On se retrouve à 22h. À tantôt. Bye. Bonsoir Yannick, bonsoir Frédéric. Bonsoir Marie-Claude. On se retrouve au Stade Saputo pour le dernier match préparatoire du Canada avant le début de la Coupe du Monde. On va y revenir dans un instant parce que 2 joueurs du Canadien ont reçu un bel honneur aujourd'hui. Oui, le capitaine Nick Suzuki et Cole Caulfield. On va te montrer des images de ce qui s'est produit après le 3e match de la série face aux Sabres de Buffalo. Cole Caulfield qui annonce que Nick Suzuki... En fait, Nick Suzuki annonce à Cole Caulfield, donc il reçoit... Oui, c'est ça. Nick Suzuki qui reçoit le trophée Selke de la part de Cole Caulfield. Et Nick Suzuki va apprendre à Cole Caulfield également que lui, il remporte le trophée Lady Byng. Écoute, Nick Suzuki, c'est le premier depuis Guy Carbonneau à obtenir le trophée remis à l'attaquant défensif de la Ligue nationale. Le Lady Byng, c'est le plus gentilhomme, presque pas pénalisé au cours de la saison. Plus de 50 buts cette saison pour Cole Caulfield. Alors, le point d'exclamation véritable sur une saison exceptionnelle pour ces 2 joueurs. Et je te rappelle également que les Hurricanes de la Caroline ont remporté le match hier. La série de la Coupe Stanley maintenant égale 1 victoire de chaque côté. Et ça se transporte maintenant du côté de Las Vegas. Là, on va revenir au soccer, la formation canadienne qui affronte ce soir l'Irlande. Effectivement, là, le stade est vide derrière nous, mais les portes ouvrent dans 5 minutes. C'est salle comble ici. Tous les billets ont été vendus. Le match est présenté sur les ondes de RDS. Donc, ce sera la dernière occasion pour Jesse Marsh de jeter un coup d'œil à ses effectifs, à ses troupes, de prendre peut-être quelques décisions, parce que le prochain match sera en Coupe du Monde. C'est dans 1 semaine, très exactement. Le gardien Maxime Crépeau, donc le Québécois, a été confirmé comme étant le gardien de but titulaire, et c'est lui qui devrait jouer l'entièreté du match ce soir. Mais ne vous attendez pas à voir Alphonso Davies, la grande vedette internationale, parce que lui, de son côté, évidemment, il est encore blessé. Les joueurs irlandais sont en train d'arriver derrière nous sur le terrain, d'ailleurs. Alors donc, les voici qui sortent de l'autobus pour s'amener ici à l'intérieur du stade. On peut s'attendre à toute l'atmosphère avant le match et pendant le match. Place au final en fin de semaine à Roland-Garros. Oui, tout à fait. Demain, chez les femmes, Mira Andreeva, la Russe, va affronter la sensation de Roland-Garros cette année chez les dames, Maya Hwalinska, issue des qualifications qui se rend en finale. La dernière à avoir fait ça et la seule joueuse à avoir fait ça, c'est Emma Raducanu au US Open de 2021, passer des qualifications pour se rendre en finale. Et chez les hommes, Alexander Zverev a franchi un pas de plus pour son premier tournoi du Grand Chelem. Il a battu Jakub Mensik en 4 manches. Il va affronter maintenant Flavio Cobolli, 10e tête de série, qui n'a même pas disputé le match parce que son adversaire a été contraint à l'abandon. Donc, si on fait le calcul, là, si Félix avait battu Cobolli, c'est Félix Auger-Aliassime qui sera en finale, mais ce n'est pas le cas. Trop tard. Et c'est aussi le Grand Prix de Monaco en fin de semaine.
Effectivement, et attendez-vous à ce que les Ferrari soient les favoris de son suffit, en tout cas aux 2 premières séances d'essais libres. Lors de la première séance d'essais libres ce matin, c'est Charles Leclerc qui a été le plus rapide. Il est monégasque, évidemment. Et Lewis Hamilton a été le plus rapide de la 2e séance d'essais libres. Notre Québécois Lance Stroll s'est classé en toute dernière position. Donc, suivez la séance de qualification. C'est la plus importante de la saison car c'est très difficile de dépasser à Monaco, Marie-Claude. Merci les gars, bon week-end et bon match aussi. Bye-bye. Merci, bye-bye. Bye. Voyez Madonna qui a surpris les visiteurs de Times Square à New York habillée d'un corset rose, lunettes bleues. Elle a offert quelques chansons quelques semaines avant la sortie de son album Confession 2 dans un mois. La chanteuse de 67 ans a annoncé sa présence que quelques minutes avant sur l'application de rencontre Grindr. On retrouvera d'ailleurs Madonna au spectacle de la mi-temps de la finale de la Coupe du Monde le 19 juillet à New York avec Shakira et BTS. En terminant, une découverte assez étonnante, des scientifiques ont trouvé une araignée lumineuse lors d'un voyage en Afrique centrale. Il s'agit d'une espèce d'araignée crabe, jusqu'ici inconnue selon les chercheurs, qui ignorent pour l'instant pourquoi elle produit de la lumière. Alors voilà, c'est complet pour ce bulletin de nouvelles. À 22h, on va revenir sur les 3 meurtres qui ont secoué la grande région de Montréal en autant de jours. À tantôt tout le monde.